Le titre de ma présentation, c'est « Les creux de la mémoire, la Nouvelle-France entre gravure globale et patrimoine local ». Je commence par une bonne nouvelle pour moi. C'est que j'ai appris la semaine dernière qu'un projet financé par le FNS, le Fonds national de la recherche suisse de postdoc avancé, m'a été accordé. Et je profite donc de cette occasion pour vous le présenter. Le projet débutera la rentrée prochaine, en 2020. Et je serai affiliée à l'UQAM, au Sierra, Centre et Institut d'études et de recherche autochtones. Et le titre du projet, c'est « Pour une histoire comparée de l'histoire de l'art de la Nouvelle-France ». Et donc aujourd'hui, c'est en historienne de l'art que je vais vous parler. Et s'agissant d'un projet qui n'a pas encore commencé, toutes les suggestions, conseils sont évidemment les bienvenus. Ce projet est né en fait d'une constatation à la lecture des catalogues d'exposition nord-américains qui touchent à l'art autochtone qu'on appelle de la région en anglais des Woodlands et en français qu'on utilise un peu moins volontiers depuis la deuxième moitié du XXe siècle, mais qu'avant on désignait comme les sylvicoles, que vous voyez ici en vert. Si vous consultez les catalogues d'exposition des arts autochtones de cette période, vous constaterez qu'il y a très peu de pièces d'artefacts pour la période antérieure à la fin du XVIIIe siècle. Et ce qui m'intéresse moi, puisqu'il s'agit de ma période de spécialisation, c'est la période de la Nouvelle-France. Ce qu'on retrouve dans les catalogues d'exposition nord-américains, c'est plus fréquemment une sélection d'artefacts plutôt de la période britannique, donc la fin du XVIIIe siècle. Il y en a pour la région de Québec et en particulier ici, Wendake, la région de l'ancienne Notre-Dame de Lorette. Mais il s'agit du corpus qu'a brillamment étudié Ruth Phillips et qui concerne le marché des curiosités, et donc un marché lié au tourisme. Il y a donc, et c'est ce que je trouvais intéressant, puisque ce qui m'intéressait, c'était de comprendre de quelle manière les artefacts autochtones de la période coloniale française entraient dans les scénographies des musées ou dans la littérature des musées du Québec. Et donc, pour la période de la Nouvelle-France, je voyais comme une absence ou très peu de représentants très célèbres. J'ai donc commencé à contacter les conservateurs des musées et à faire une recherche de terrain. Musée de la civilisation, évidemment. Ici, le musée de Wendake. À Montréal, le musée McCord, le musée des Beaux-Arts, Pointe-à-Calière. En Ontario, le musée de l'histoire de Gatineau. Et là, de manière systématique, on me répondait « Madame, si vous vous intéressez à l'art de la période de la Nouvelle-France, allez voir en France métropolitaine, puisque c'est là que les plus célèbres collections d'art autochtones sont conservées, musée du Quai Branly, musée de l'Homme. » Mais moi, je suis têtue et je voulais penser le patrimoine local, pour une histoire locale. Et donc, j'ai continué mes recherches. Et j'ai essayé de penser, en historienne de l'art, l'espace muséal. Vous avez ici une image tirée du site du musée de l'histoire de Gatineau, donc en Ontario. Et c'est très intéressant de remarquer une pratique qui est courante dans les musées du Québec, dans les salles qui sont consacrées à l'histoire de la Nouvelle-France. Vous n'avez pas, ou très peu, d'artefacts autochtones témoins de cette période-ci. En revanche, vous avez des livres, les livres illustrés. Et il s'agit de ma première spécialisation, donc les livres illustrés et la gravure. Et du coup, j'étais très intéressée à observer ce dialogue étrange entre ces livres ouverts dans les espaces où on ne voyait pas d'artefacts témoins de la production et donc des mœurs et de la vie des autochtones de cette période. Les livres ne sont pas choisis par hasard, évidemment. On sélectionne des livres illustrés, ouverts sur les belles pages des gravures d'illustration qui représentent en pied, souvent, les portraits des autochtones, comme si le livre devenait un substitut
On a bien sûr les grands représentants, les livres privilégiés hein, sont évidemment ceux de Cartier, Champlain. J'ai vu aussi la phyto. Les aquarelles aussi sont très appréciées. Elle est sortie. C'est sorti comme ça. Ah, c'est étrange. Bon, c'est pas. Cette pratique muséale est évidemment liée à une habitude à la constitution du discours ethnographique dès la fin du XIXe siècle et surtout à son entrée dans le XXe, puisque les ethnologues, et là je cite l'éminent spécialiste d'art nord-américain de cette région, Christian Feast, qui utilise très volontiers la gravure d'illustration pour dresser un dialogue que moi j'aime à appeler anachronique entre objets, artefacts autochtones du XIXe et les livres illustrés qui apparaissent, et vous avez ici le grand favori des ethnologues, Théodore de Bry, et donc le livre illustré qui apparaît là comme le témoin naïf de traces perdues. Et donc, la réflexion que j'essaie de développer et que j'ai présentée donc, pour ce projet, c'est une réflexion d'historienne de l'art, du livre et d'histoire des collections nord-américaines, et penser les modalités propres à chacun de ces médiums. Donc on a beaucoup parlé de littérature, je vais vous parler un peu de livres et de gravure. Qu'est-ce qu'une gravure? Alors là, je vous en montre une que j'adore, puisque c'est la phyto, et ça me permet aussi de vous introduire un peu à toutes les nouveautés qu'on a apportées autour de la phyto et de ses gravures. Vous avez une planche célèbre dans laquelle on voit sur le bord supérieur, est-ce que ça a marché? Bon. Sur le bord supérieur gauche, un couple dont la légende nous dit qu'il s'agit de Hurons et Iroquois. Bon. Mais qu'est-ce que fait l'illustration là? L'illustration, tout d'abord, procède à une sélection. Elle ne représente pas tous les arts autochtones, c'est-à-dire chercher dans la gravure ce qui se faisait en termes de production artistique autochtone pose le problème du regard de la gravure sur cette même production. À l'observer de près, on remarque que les graveurs sélectionnent les objets. On a les personnages qui sont représentés avec un corps que j'ai appelé neutralisé et on y pose des attributs qui les caractérisent. Qu'est-ce qu'ont de particulier ces attributs-là? Ces attributs correspondent exactement à la sélection qui est opérée dans le cadre du marché des curiosités qui se développe surtout dans cette région et qui sert à nourrir cette économie du tourisme dès le XVIIIe siècle, déjà au XVIIIe siècle. Et donc, on voit que la gravure, d'une part, sélectionne les attributs et que ces attributs correspondent à un marché. Je vous ai mis ici les petites poupées qui sont d'une mode extraordinaire. On a fait des recherches en Europe. Je faisais partie d'un projet sur collection ethnographique du XVIIIe en Europe. Les poupées, alors c'est ce qu'on retrouve le plus, un grand favori des collectionneurs. Donc la gravure sélectionne, mais en sélectionnant, elle réduit les arts autochtones. Elle donne l'impression de tout dire, mais en fait, elle ne le fait pas. Elle répond à un système classificatoire que Serge Gruzinski appelait de colonial, c'est-à-dire qui répond à une économie et qui est imposée par les colons, évidemment. Et si on continue à observer ce que les modes et les fonctions de la gravure d'illustration, on l'a dit, les personnages, les figures représentées se caractérisent par des objets qui répondent au marché des curiosités, qui en sont le reflet. Et d'autre part, la gravure d'illustration inspirée par le texte, évidemment, là il s'agit d'une question de rapport texte-image, comme on dit, pose un parallèle dès le début et surtout chez la phyto entre les cultures autochtones et les cultures antiques gréco-romaines, puisque toutes appartiennent à cette grande catégorie moderne d'idolâtrie. Et le grand champion de ça, c'est évidemment la phyto. Alors, je vous ai montré, est-ce que Marie-Christine est là? Ah non, parce qu'elle nous a montré hier le jongleur huron. C'est très intéressant ce que fait la phyto et surtout ce que font ces graveurs. On voit dès le début de la représentation des cultures nord-américaines
dans la littérature de voyage une tendance à représenter les figures, les sauvages, en fait, entre guillemets, et tous leurs attributs, en fonction de l'Antiquité. Les corps sont comme des corps antiques. Ici, dans le cas du jongleur Huron, on voit les petites ailes de Mercure, puisque dans le texte, il y a analogie entre les mythes Huron-Wendat et les cultures, enfin, la mythologie gréco-romaine. Et donc, vous voyez que l'image traduit l'analogie textuelle entre antiquité et exotisme en la littéralisant, puisque le Huron de vin devient une sorte de forme pseudo-antique. Et si on continue à observer la gravure d'illustration et ce qu'elle nous dit, on se rend compte, et là je rejoins un peu les conférences d'hier sur la question des clichés, que ce qu'on appelle dans les images les sauvages appartiennent encore à un genre humain hérité de l'humanisme qui comprend ce qu'on appelait dans l'Antiquité les races monstrueuses, qui comprennent et les êtres étranges, comme ici la céphale très célèbre de Pausanias, et les sauvages. C'est-à-dire que tous répondent à une définition de altérité, monstruosité, encore au XVIIIe siècle. Et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier lorsqu'on présente les gravures d'illustration. Si, dans une exposition, vous mettez le couple de Huron iroquois de Lafitau ouvert comme ça, vous oubliez en fait toutes les modalités, toutes les stratégies en fait de l'illustration qui lui ont donné forme et qui lui ont donné une forme en fonction d'un texte et d'un contexte colonial. Et c'est là où j'en viens, puisque vous avez ici, j'aime beaucoup la montrer ici, c'est André Tevet, première gravure de cette région-ci, hein. Il les appelle les Canadiens, mais on est ici dans la région de Québec. C'est la première représentation gravée des raquettes, donc vous voyez, il en fait des choses un peu comme ça, hein. Le graveur de Tevet fait ce qu'il peut. Et on les voit courir sur la neige nus. Alors je dis nus parce que pour les codes de l'iconographie moderne, représenter sa jambe ou des habits déchirés, ce sont des formes de nudité. La nudité peut être totale ou partielle. Qu'est-ce que la nudité? C'est comme Hélène, tu l'as montré hier dans l'âge d'or, il s'agit d'un symbole à la fois d'origine, hein, d'une race, puisqu'à l'époque on pensait en race, c'est-à-dire une généalogie primitive, et en même temps de non-civilisation. Et donc, la gravure d'illustration représente les sauvages, entre guillemets, comme des êtres non civilisés. Et un des marqueurs les plus forts de cette absence de civilisation, c'est l'absence de vêtements, que l'on voit dès le début et qu'on retrouvera jusque très tard. Alors, donc pour le projet, ce qui m'intéressera, ce sera non pas de chercher derrière la gravure des références réelles, mais plutôt de penser en historienne de l'art les modalités propres à la gravure en parallèle à d'autres formes artistiques. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de développer une approche anthropologique de l'image qui comprend non seulement des productions variées, mais également leurs fonctions, usage et remploi et réappropriation. Vous voyez ici le dictionnaire en langue iroquoise du musée de la civilisation, dans lequel on a des formes de réappropriation par l'image. Et c'est ce genre d'objets qui vont m'intéresser et qui donnent une image plus contrastée des productions artistiques et donc des relations entre autochtones et français. Dominique a très bien montré hier que la période de la Nouvelle-France est une période unique dans le paysage colonial français, puisque Français et autochtones étaient très proches, ce qui va changer après sous le régime britannique. Ils sont proches, on pourrait même dire que les Français en dépendent pour tout ce qui touche aux échanges commerciaux et politiques. Et tout ça est évidemment accompagné d'une production artistique qui encadre les rites, les activités. Il y a dans le cas des conversions des catéchismes en images qui sont produits
on n'en a pas de traces, mais il s'agira de les chercher. Pour les Micmacs de Gaspésie, on sait que les jésuites avaient fait des catéchismes en images. Dans le cadre des échanges diplomatiques, il y a évidemment les wampum, les pipes tomahawk connus. Il y a, bon, je l'ai dit, tous les cas de réappropriation, puisqu'il s'agit de considérer l'objet, non pas seulement l'objet artistique, non pas seulement dans son moment de production, mais tout au long de sa vie, hein, comme disent les historiens de l'art, et c'est-à-dire un objet qui peut être repris, qu'on peut démanteler, on peut en prendre des parties, par exemple pour les cas de cuivre, hein, on connaît très bien le cas du cuivre, dont on peut découper des parties, en refaire des objets. C'est donc l'image, et on oublie de le rappeler, que l'image, dans les contacts entre autochtones et français de cette époque, est le seul moyen de communication écrit qui est commun aux uns et aux autres. C'est quand même extraordinaire, hein, si on pense à l'écrit, puisqu'on a beaucoup parlé d'écriture hier, de littérature. Et donc, pour vous présenter très rapidement, si vous voulez, on reviendra plus en détail dessus, le corpus, il s'agira de sonder le patrimoine local québécois. Les objets qui n'ont pas voyagé. Vous savez, ça va à la mode. Maintenant, on fait les projets sur les objets qui voyagent. Bon, moi, j'ai envie d'étudier les objets qui ne voyagent pas, qui n'ont pas été sélectionnés par les collectionneurs, qui sont restés ici, qui ne sont pas entrés dans les grilles classificatoires des marchands, comme par exemple l'art rupestre, mis en évidence dans la très belle exposition virtuelle du Musée de la Civilisation, que les missionnaires ne reconnaissaient pas comme un art. Vous avez ici, c'est une très belle collection et c'est la nouvelle vitrine du musée de Wendake avec l'autel de la Vierge qui est intéressant pour son iconographie. L'iconographie sera un pan très important de ma recherche puisque vous avez ici, bon, on le voit mal sur ma photo, mais la représentation d'une femme habillée en religieuse qui pourrait être autochtone. Et donc, il s'agira de sonder l'iconographie et dans les arts dits français et dans les arts dits autochtones pour voir s'il n'y a pas des passages. Il s'agira d'investiguer les techniques artistiques, puisqu'il y a des techniques qui se transmettent d'une communauté à l'autre, avec le corpus extraordinaire du musée des Ursulines, qui a bien été étudié par Ruth Phillips, mais j'ai été voir les réserves l'an dernier, au moment où je préparais le projet, et il y a une quantité de pièces immense, tout est à inventorier en fait. Et enfin, ce qui m'intéressera d'observer, c'est les objets, les artefacts qui sont liés à des échanges interculturels. Là, je vous montre certains des cas sur lesquels je travaille à Pointe-à-Calière. C'est très connu, hein, ce sont les premières tombes de Ville-Marie, tombes catholiques, dans laquelle on a trouvé des artefacts Wendat, une pipe à effigie. Il y a aussi un tesson, bon, ça c'est pas une super photo, mais il y a aussi un tesson de poterie et donc, vous voyez ici comment l'objet autochtone se retrouve en contexte catholique. Il s'agira de voir son agentivité, de quelle manière on lui attribue ou pas une symbolique. Et pour le fonds Francis Bach, qui est un fonds peu connu mais extraordinaire, c'est un fonds documentaire qu'a collecté l'artiste qui touche à l'histoire du vêtement. L'histoire du vêtement, c'est passionnant pour la Nouvelle-France parce qu'on voit à travers la traite, puisque on s'échange, le plus célèbre, c'est évidemment la laine, les perles, toute une série d'objets de colorants aussi. Et on voit comment, autour de l'histoire du vêtement, on peut comprendre un autre type de relation entre autochtones et allochtones. Et enfin, dans mon approche qui se veut donc comparée, globale et décoloniale, il s'agira de considérer la gravure d'illustration, évidemment je ne vais pas l'abandonner, mais comme une forme d'imaginaire colonial. Et s'agissant d'un travail qui est fortement ancré sur la question du patrimoine local et du territoire, il s'agira d'observer comment la gravure invente un territoire, met en forme dès le début ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appellera au 19e une identité. Et je vous mets ici une gravure que j'aime beaucoup,
très célèbre, hein, de Gastaldi, qui sert à illustrer le 3e voyage de Cartier, et qui est donc la première vue d'en haut, comme on dit, de la Nouvelle-France. Et donc, j'en arrive à la fin de mon corpus, j'ai fait mes 20 minutes, et donc j'ouvrirai avec plaisir la discussion tout à l'heure au moment des questions. Merci.